Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, pour terminer cette émission, nous sommes avec Jean-Félix Acquaviva, qui est député Lyotte, Liberté, Outre-mer, Territoire de Haute-Corse, président de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l'assassinat d'Ivan Colonna. Avant de parler de cette enquête, Jean-Félix Acquaviva, vous allez voter cet après-midi. Voter pour, voter contre ou vous abstenir sur la réforme des retraites? Écoutez, le groupe Lyotte a une diversité de points de vue, mais une grande majorité des membres du groupe dont je fais partie va voter contre ce projet. Voter contre. Ce n'était pas une surprise à ce stade, puisque nous étions pas pour, d'une part, le mettre à l'agenda immédiatement, nous n'étions pas aussi pour aller à l'allongement à 64 ans de la durée de l'âge légal de travail. Et nous étions pour d'autres pistes de péréquation sur des modèles de financement. Donc vous allez voter contre. Oui. Groupe Lyotte, 20 députés, je crois. 20 députés, oui. 20 députés, combien vont voter contre? Je crois, sans trahir évidemment ceux qui vont avoir d'autres options, on sera entre 16 et 17 à voter contre, je crois. 16-17 à voter contre. Et il y en aura qui voteront pour? Il me semble qu'il y en a au moins un qui votera pour, oui. Au moins un qui votera pour. Voilà, un qui votera pour et d'autres dans l'abstention. Et d'autres dans l'abstention. Le choix des membres du groupe. Bien, Jean-Félix Acquaviva, regardons un peu cette commission d'enquête parlementaire. Vous avez voulu cette commission d'enquête parlementaire. Pourquoi ? Vous vous interrogez sur quoi concernant l'assassinat d'Ivan Colonna? D'abord, c'est une demande de transparence sur ce qui s'est passé à Arles le 2 mars 2022, qui émane de la société corse, puisqu'on sait que suite à cet assassinat, il y a eu des manifestations importantes, il y a eu des violences, il y a eu évidemment une Corse qui a tremblé et un torrent d'indignation qui s'est manifesté, notamment de la jeunesse, mais pas que. Et il y a une forte demande de transparence, de justice et de vérité que l'on relaie. C'est un engagement de campagne que j'ai pris, évidemment, puisque je suis membre du parti de Gilles Siméone, de la majorité territoriale actuelle de la collectivité. Mais c'est aussi pour la famille, évidemment, et pour la démocratie en général, puisqu'il y a beaucoup d'éléments troublants pendant l'acte, mais aussi dans la genèse de l'acte. On veut parler à ce moment de la genèse de l'acte, puisque c'est le champ de nos travaux, de la gestion du parcours de Franck Elongabé, du moment où Franck Elongabé, je le rappelle, c'est l'assassin présumé. Qui, depuis son arrivée en France, et même avant, lorsqu'il était sur théâtre de guerre en Afghanistan, et on met ça aussi, bien sûr, en parallèle avec la gestion du statut DPS d'Ivan Colonna, puisqu'on met en exergue le fait qu'il y a une gestion politique de ce statut qui n'a pas permis le transfert aussi de ce détenu à temps, puisque s'il avait été transféré à temps en Corse, il serait vivant parmi nous encore aujourd'hui. Alors, Ivan Colonna n'a pas été transféré à temps. Quelles sont les interrogations que vous avez concernant cet assassin présumé, Franck Elongabé? Franck Elongabé s'est retrouvé à la prison. Regardons un peu les faits. S'est retrouvé à la prison d'Arles. Un peu la surprise générale, non? Il devait être à la prison incarcéré à Arles ou pas? Alors, premier acte. On a mis en exergue que Franck Elongabé était connu par le service de renseignement comme un haut du spectre du fichier des radicalisés. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie des moyens. C'était un radicalisé. Voilà. Il ne fait pas partie des détenus moyens des terroristes islamistes. Il était dans le haut du pavé. Ça, c'est les travaux qui ont permis de le mettre en exergue. Donc les services de renseignement nous ont permis de dire oui, il était dangereux, extrêmement dangereux, aguerri aux armes, a participé à des attaques. Dangereux, connu, islamisé, radicalisé. Ça, c'est le point de vue du renseignement. Du point de vue de l'inspection générale de la justice qui a mené l'inspection de fonctionnement à Arles, ils se disent on apprend ça, si ça avait été le cas connu déjà par l'administration pénitentiaire, selon nous, il n'aurait jamais dû être en emploi général dû être à Arles. Et en détention ordinaire. Donc il y a un grand écart. Il y a un grand écart entre l'état de sa dangerosité connue et l'état de la connaissance d'autres, et un parcours qui l'amène en détention ordinaire alors qu'il devait être soit en quartier d'évaluation de la radicalisation. Ça a été prôné à 5 reprises par des commissions de dangerosité, mais ça n'a jamais été suivi d'effet. Alors la première fois, avec des avis surprenants du parquet national antiterroriste qui donne un avis très réservé pour ce faire, alors que ce n'est pas sa compétence d'intervenir dans le domaine. Et à 4 reprises, parce que la directrice de l'établissement et la hiérarchie au-dessus n'a pas instruit ou n'a pas fait remonter les comptes rendus de ces commissions qui disaient clairement, en 2020-2021, donc avant l'acte, qu'il voulait mourir grand par l'islam, donc sa dangerosité était actée, la capacité de passage à l'acte aussi. Donc il n'y a pas d'explication rationnelle au fait qu'on n'ait pas permise ce transfert en quartier d'évaluation. Salle de sport, c'est dans la salle de sport que Franck Elongabé a assassiné Ivan Colonna. Il était chargé de nettoyer cette salle de sport, c'est bien ça? Il était auxiliaire, donc chargé de nettoyer. Et il s'est retrouvé seul. Seul,
avec Yvan Colonna. A le statut de détenu particulièrement signalé, donc ce statut doit permettre une surveillance accrue et ne doit pas permettre de la mise en relation, autant que faire se peut, de détenus dits DPS. Or, Yvan Colonna était aussi DPS. Il fait le ménage pendant l'activité, alors que dans l'autre bâtiment, la note de service donne à l'autre détenu qui fait le ménage l'obligation de le faire avant l'arrivée des détenus en salle de sport. Donc il y a un fonctionnement différent pour Elongabé pour ce ménage. Évidemment, nous sommes en face d'une agression qui dure très longtemps, puisque c'est un quart d'heure, ce qui est énorme, ce qui est une éternité. À 25 minutes... 5 personnes interviennent. 5 personnes interviennent, avec des salles, des portes qui n'ont pas de vitres, donc l'air libre, donc le son circule plus facilement. Il ne devait pas être seul avec le détenu. Ça a duré un quart d'heure sans que personne n'intervienne. Exactement. Toutes ces questions-là sont les questions que vous posez. Exactement, et la vidéo, n'était pas mise sur le scénario des salles, autrement n'était pas fixée sur les salles, mais même si l'agent en question le jour avait appuyé, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Inspection générale de la justice dans son rapport, sur l'onglet de la salle de sport pour mettre l'écran de la salle de sport, ce n'était pas l'image de la salle de sport qui apparaissait pour des raisons de paramétrage. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, et ça interroge beaucoup de monde. Il y a encore autre chose, c'est que... Franck Elongabé, l'assassin présumé, a changé de comportement la veille. Ça a été... Il y a une donne nouvelle depuis cette semaine, c'est qu'effectivement nous avons appris, alors que les auditions n'ont pas permis de le faire éclore, par document écrit, qu'une surveillante, le 1er mars, donc la veille, a fait état d'observation, donc assez gradée, à sa hiérarchie, et normalement dans le logiciel dédié à cet effet, qui fait état d'une conversation entre 3 détenus, dont Franck Elongabé, qui dit, enfin, un des détenus dit « je vais le tuer », donc une information d'une menace entre détenus. Et la deuxième information importante, c'est qu'il faisait le vide dans sa cellule, un changement de comportement. Or, ces observations-là n'apparaissent pas dans le logiciel utilisé normalement par l'administration pénitentiaire. Ça fait beaucoup d'interrogations. Ça fait beaucoup. Ça nourrit le doute. Ça nourrit le doute, et à ce stade, on ne s'interdit pas évidemment, en tant que président et rapporteur de commission, d'aller sur le processus judiciaire. C'est-à-dire je ne doute pas. Si nous avons d'autres confirmations, nous allons travailler ce fait, mais on a l'impression, du moins il y a un doute sur le fait que ces informations avaient pu être effacées dans le logiciel, puisque nous avons eu d'abord une information de ce logiciel où les informations concernant Franck Elongabé s'arrêtaient au 29 janvier 2022, soit un peu plus d'un mois avant les faits, ce qui apparaît... Tout aurait été effacé. Totalement anormal par les agents eux-mêmes, qui disent on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'informations. Et puis l'onglet complémentaire qui nous a été transmis donne quelques informations sur cette période, mais pas les 2 informations importantes. Ça veut dire quoi? Quel est le soupçon? Le soupçon, c'est que l'État aurait couvert... cet assassinat ou... À ce stade. Parmi les hypothèses, évidemment, qui pourraient justifier un tel alignement des planètes. Parce qu'on est dans un alignement des planètes qui fait dire même au directeur de l'administration pénitentiaire lui-même qu'il consent que la réalité dépasse la fiction. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Bon. Soit c'est le hasard, mais c'est une gestion apocalyptique et de l'appareil administratif pénitentiaire et judiciaire, et c'est une affaire d'État en tant que telle, et on doit s'inquiéter pour les 100 terroristes islamistes qui sortent chaque année. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est un premier point. Mais évidemment que plus on avance, moins on croit au hasard, et on se dit qu'il y a eu un motif, une main invisible qui a permis... Est-ce que vous pensez que c'est l'État? Est-ce qu'il y a une volonté de l'État de supprimer Yvan Colonna? Qu'est-ce que je dis que parmi d'où je viens, effectivement, on a connu la haine d'État concernant Yvan Colonna. J'ai eu d'ailleurs un échange assez tendu et musclé avec Jean Castex lors des auditions où j'ai fait part de la présence de messages dont on avait eu connaissance entre préfets en exercice qui disaient qu'il fallait décorer Franck Elongabé, donc au lendemain de la venue de Gérald Darmanin en Corse pendant les mars 2022. Donc on connaissait la haine d'État. On a été confronté, qui empêchait le rapprochement d'Yvan Colonna en Corse. Donc le mobile, la haine d'État existait parce qu'il s'agissait de l'assassinat du préfet Rignac, qui avait une haine d'État réelle. Ça ne fait pas une preuve, évidemment, mais eu égard à des faits qui n'auraient jamais dû se réaliser et pendant l'acte, qui sont troublants, on ne peut pas exclure cette hypothèse. Aujourd'hui, l'hypothèse est sur la table, et je serais tenté de dire qu'elle grandit au fur et à mesure qu'on a ces éléments-là qui arrivent. Cette hypothèse, l'État a voulu supprimer Yvan Colonna, grandit au fur et à mesure que vous travaillez. Quand on dit l'État, je ne pense pas que ça a été commandité par le président de la République ou par le Premier ministre, mais que dans l'État profond, il y ait pu avoir des gens qui avaient la haine à un point tel
que cette hypothèse puisse se réaliser, on ne peut pas l'exclure. Parce que les faits sont troublants. Et nous sommes là pour livrer cela de manière publique à travers nos travaux, même si nous avons d'autres recommandations à faire pour justement la gestion des prisons, pour la gestion des terroristes islamistes, pour l'évolution du statut du DPS demain, qui vont servir pour l'avenir. Nous sommes là aussi pour faire la lumière. Et évidemment, nous souhaitons que l'enquête judiciaire se saisisse des travaux. Et conclusion au mois de mai. Conclusion au mois de mai. Bien. Et quelle suite après, selon les conclusions possibles? Dans les suites, recommandations générales pour les politiques publiques, mais évidemment, on se réserve la capacité d'aller sur le terrain judiciaire. Je pense que les avocats de partie civile de porter plainte contre l'État. Évidemment, je pense qu'il y aura sur le plan administratif et le plan pénal aussi, je pense, des initiatives du côté de la famille Colonne. C'est du moins ce qui peut ressortir de ces travaux. Et en tout cas, nous souhaitons aussi un constat politique qui sera fait à partir du rapport que nous serons amenés à produire et qui passera avant le 23 mai devant la commission. Quel est votre sentiment ? Vous savez, mon sentiment, c'est qu'il s'est passé quelque chose, évidemment. De mon point de vue, ma conviction à moi, c'est qu'on ne peut plus dire que ce n'était pas prémédité. Oui. Et on est en train d'aborder le fait de savoir si ça a été commandité. Ouais. Donc, prémédité parce qu'il est évident qu'on n'est pas face à deux détenus qui se sont croisés et qui se sont affrontés. Ouais. Donc, on voit bien dans l'attitude de Franck Alangabé, quand on voit les images, qu'il sait où il va et ce qu'il fait. On croit de moins en moins à la thèse du blasphème, puisque les agents pénitentiaires eux-mêmes, mais même les directeurs, disent on ne voit pas Yvan Colonne blasphémer. Il n'y a aucun témoignage, sauf l'intéressé, qui parle de la thèse du blasphème, alors qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans le logiciel malgré tout, depuis 2014 le concernant. Donc à partir de là, effectivement, on s'interroge beaucoup sur ces questions-là, comme on vient de le faire maintenant. Merci Jean-Félix Akwaviva. Merci à vous. Merci d'être venu. Rendez-vous donc au mois de mai pour les conclusions de cette enquête. Merci. Il est 12h25. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. Merci de nous accompagner. 12h25. Nous sommes avec Philippe David.